Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette review du chapitre 1098 intitulé La naissance de Bonnie. Si jusque-là nous avions pu découvrir le sombre passé de Kuma, ce chapitre intensifie le drame qui l'entoure. Il nous révèle enfin l'histoire entourant le mystérieux personnage de Bonnie et le tragique destin qui a marqué sa naissance. Bien que des théories aient été confirmées, c'est un chapitre un peu particulier qu'on va devoir analyser au vu de la dureté des sujets abordés. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous plaira parce qu'elle a été extrêmement difficile à écrire. Je vais néanmoins conclure sur une note positive en vous annonçant officiellement que la première vidéo de l'avant-dernière théorie des nerfs sera publiée mardi 21 novembre à 18h. Vous l'attendiez, elle est enfin là et j'ai vraiment hâte de voir vos retours. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater et bien sûr laissez un like et un petit cœur en commentaire pour montrer que vous êtes heureux de cette nouvelle. Passé ce bref aparté, il est à présent temps de nous replonger dans les souvenirs de Kuma. C'est sur l'île de Baltigo que nous retrouvons l'armée révolutionnaire en pleine tourmente. Alors qu'un coup d'état éclate sur une île de South Blue, les révolutionnaires rentrent tout juste du soulèvement à Goa. Une information d'ores et déjà importante dans le chapitre puisqu'elle nous permet de restituer chronologiquement les agissements des révolutionnaires. En effet, nous sommes ici en 1510, soit l'année de la création de cette armée qui permit de rallier Kuma à ses troupes et libérer Sorbet. Et c'est à cette même période que le passé de Luffy nous a été révélé. On découvre les inégalités inscrites dans ce pays, l'incendie du Great Terminal et l'intervention des révolutionnaires qui rallieront le peuple à leur cause. Dragon sauvera Sabo et ils retourneront auprès des révolutionnaires qui attendaient au dojo Shimotsuki, ici même où grandissait Zoro. Ce flashback se conclura par Dragon qui indique qu'il est à présent temps de retourner sur Baltigo. Le chapitre d'aujourd'hui vient alors compléter les événements qui ont succédé à Goa. Tandis que les révolutionnaires étaient de retour à leur QG et qu'ils soignaient les blessés, une demande de renfort concernant le soulèvement de Tumi est envoyé. C'est ainsi que Kuma se porta volontaire pour leur prêter main forte, leur offrant l'opportunité de remporter cette guerre qui sévit depuis près de 3 ans maintenant. Le peuple de cette île semble donc très intéressant car outre leur association aux révolutionnaires, les Tumis sont localisés sur South Blue, cette mer qui a vu naître bon nombre de personnages importants dans l'œuvre. Or, comme on a pu le voir tout au long du flashback de Kuma, les liens qui existent entre les protagonistes et antagonistes ne cessent de se croiser. Et pour preuve, les 2 enfants qu'a soigné Kuma vont finalement être les futurs membres de l'équipage de Bonnie. Il ne serait donc pas surprenant que cette région dissimule l'histoire d'un personnage clé de One Piece. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps pour développer cette hypothèse, car beaucoup d'entre eux ont pris la mer durant leur enfance, après s'être révoltés contre la tyrannie de leur roi, à l'instar de Kid, Killer ou même Suleiman. C'est pourquoi, pour le moment, on va davantage se concentrer sur la signification du terme Tumi, car vous allez voir qu'il se relie à bon nombre de choses dans One Piece. 3 traductions sont possibles. La première s'associe à l'ancien nom de Constantiana, appelée la cité de Tumi en Roumanie. La deuxième concerne 2 mythes grecs, celle de Jason et la toison d'or, et celle de la ville de la reine légendaire des Mazagètes, considérée comme la dernière reine des Amazones. Enfin, celle qui va davantage nous intéresser est la traduction venue des civilisations précolombiennes. Le Tumi est un couteau utilisé lors des rites sacrificiels par des peuples tels que les Incas, ceux qui étaient appelés les descendants du soleil. On avait d'ailleurs eu un aperçu de cette cérémonie sacrificielle sur Chandora en l'honneur du dieu soleil. Le fait est que les Tumi ont été aujourd'hui libérés par Kuma, ce boucanier incarnant la croyance envers le dieu Nika. La deuxième chose à noter est que ce Tumi n'était pas seulement utilisé pour les sacrifices, mais servait également d'outil à la trépanation du crâne. Or dans One Piece, cette technique médicale avait été utilisée sur un personnage apparu dès l'introduction de l'arc Skypiea, le capitaine du Saint-Brice. Cet homme qui, comme Nico Robin l'indiquait, venait de South Blue il y a 208 ans, soit la même mer dont sont originaires les Tumi. Il est donc alors bien possible que le pays libéré par Kuma soit en réalité celui qui a accueilli autrefois le Saint-Brice. Outre la symbolique entourant ce pays, cet événement révèle un Kuma bien plus sombre depuis l'enlèvement de Ginny. Cette dernière a été enlevée par un navire du gouvernement sous les ordres d'un dragon céleste désireux de la prendre pour épouse. L'ennemi semble assez fort pour avoir terrassé entièrement l'une des élites révolutionnaires. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un chevalier divin, d'un membre du Cypher Pole, voire même d'un amiral ou d'un futur amiral à l'image d'Akainu. Le fait est que cette personne a eu un rôle crucial dans la responsabilité de la mort de Ginny, et il sera donc important que Kuma découvre son identité, de même que pour le Tenryubito qui est à l'origine de sa capture.
Étant donné notre méconnaissance presque totale des dragons célestes, il est difficile de confirmer l'identité du tyran de Ginny. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un Tenryubito apparu une seule fois, comme Jalmak, ou au contraire être un dragon céleste omniprésent comme Roseward, dont l'histoire n'a eu de cesse de se relier à Kuma et à Bonnie. D'autant que son fils Carlos a été le premier à nous illustrer la notion de mariage forcé au chapitre 499, introduisant ainsi pour la toute première fois Bonnie. Hasard ou non, la femme que Carlos souhaitait épouser se nommait Marie, établissant un lien très étroit avec la Bible et la figure de la Sainte Vierge. Enfin, c'est bien cette famille qui a acquis Kuma en tant qu'esclave, ce qui fait de Roseward le candidat le plus plausible. Néanmoins, il reste tout de même une famille découverte récemment, les Manmeyer. Leur nom pouvant se traduire par lumière pourrait étroitement être lié à la maladie de Jenny, caractérisée par une progression exponentielle lorsqu'elle était exposée à une forme quelconque de lumière. Comme vous le voyez, les indices restent minces concernant l'identité de ce dragon céleste. Tous semblent être des candidats plausibles pour commettre un tel acte, bien que Roseward paraisse le plus adapté en raison de son lien étroit avec Kuma. J'ignore si Oda gardera secrète son identité, mais il serait bon pour nous de connaître le nom de cet homme qui va bouleverser la vie de nombreux personnages de One Piece, comme on va le voir dans la suite de ce chapitre. Le sort réservé à Ginny va nous plonger dans un profond et cruel passé lorsque l'on découvre 2 ans plus tard les événements qui se sont déroulés. Nous la retrouvons aux abords d'un navire errant dans lequel elle tente de joindre Kuma par le biais d'un escargophone. À présent libérée des griffes de son bourreau, le macabre sort de cette femme ne va malheureusement pas prendre fin puisque cette dernière révèle être atteinte d'une maladie incurable et est sur le point de mourir. Ceci est donc un adieu pour Ginny qui souhaite adresser ses dernières paroles à l'homme qu'elle a toujours aimé, Kuma. Sans même entendre les derniers mots de son ami, Kuma se précipite et disparaît pour la rejoindre sur l'île où ils ont vécu, Sorbet. Malheureusement, il est trop tard, Ginny est morte. Kuma découvre son corps sans vie sur lequel y est inscrit les stigmates de sa maladie. À ses côtés se tient un enfant dont les cris résonnent tel le glas d'un orgue dans toute l'église. Bonnie est née et n'est autre que la fille de Ginny. Ainsi Kuma fera la promesse de l'élever comme son propre enfant en mémoire à celle qu'il a toujours aimée et lui offrira une sépulture en signe d'adieu. C'est donc une scène déchirante à laquelle on assiste. Et il va vraiment être extrêmement difficile d'enchaîner sur la partie théorique de ce chapitre. Je me doutais que le flashback de Kuma allait être dur, mais je pensais tout de même pas qu'Oda aurait été capable de toucher les sujets sensibles qu'on va aborder. Mais c'est aussi ce qui me fait d'autant plus apprécier cet auteur. J'ai vraiment aimé la douceur et la poésie qu'Oda a insufflé à ses cases. On y voit cette croix illuminée par les rayons du soleil, surplombant le corps sans vie de Ginny, dont le centre marque à nouveau cet astre brillant, pourtant à l'origine de sa mort, alors qu'aux yeux de Kuma, il prend le titre de Dieu. Et tandis que les larmes de notre boucanier s'écoulent, il revoit dans ses souvenirs de brefs instants de Ginny, souriant, mangeant à sa faim, n'ayant finalement que des images d'elle heureuse, tandis que la réalité nous montre une toute autre vérité. La symbolique de cet endroit sacré est d'autant plus profonde car c'est ici que nos 2 âmes sœurs ont découvert la liberté. Dès lors où Ginny l'a quitté, elle a retrouvé ses chaînes qui entravaient son existence. Ce n'est qu'en retournant dans cette maison où elle y a vécu ses plus beaux instants que Ginny a été de nouveau libre. Sa mort aura finalement ouvert la voie à une nouvelle vie à travers Bonnie. Et j'ai vraiment trouvé exceptionnel ces pages. Tout était mesuré et réfléchi. Et je pense sincèrement que ça a dû être pour Oda le chapitre le plus difficile à dessiner. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle il n'avait pas réussi à mettre ce chapitre propre dans les temps. Oda s'est excusé pour ça, mais personnellement j'ai encore plus apprécié que ce chapitre ait été fait de cette manière. Le hasard pour moi a bien fait les choses car cet aspect brut non propre marque d'autant plus la douleur de ce chapitre. C'est un brouillon qui illustre le tourbillon de la vie de Kuma et Ginny et dont les adieux se finiront tout de même par un cadeau, Bonnie, qui sera finalement un bout de Ginny. Je suis pourtant pas du tout dans le trip de l'art ou des choses comme ça, mais vraiment c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce chapitre. Il m'a fait mal et ses ratures donnaient d'autant plus d'authenticité à toute cette scène. Mais au-delà de mon ressenti personnel sur ce chapitre, c'est avant tout une review que je dois vous faire et vous dévoiler certains détails que j'ai pu noter. Les premiers éléments importants sont ces 9 cercles représentant un soleil ainsi que cette croix surplombant le mur de l'église face à Kuma. Bien qu'il s'agisse ouvertement d'un symbole religieux, étant donné que nous sommes dans un lieu sacré, la forme particulière de cette croix s'associe à l'ordre des Templiers. Ces hommes qui avaient pour mission de défendre le trésor du Saint-Sépulcre et protéger les chrétiens effectuant leur pèlerinage en Terre Sainte. Appelée croix ancrée ou pâtée, elle figurait le martyre du Christ. Sa couleur rouge symbolisait le sang versé par le Christ, mais aussi la justice, la vérité, la loyauté et le courage. Bon nombre de formes existent, mais c'est bien celle-ci qu'Oda reproduit depuis le début de son œuvre et qu'il associe également aux 9 cercles solaires.
père. On la retrouve sur le pagne d'Oz, dans la chambre froide de Marie-Joise, sur l'arme de Kid, tandis qu'elle s'accompagne d'un soleil lorsqu'il s'agit de l'emblème des Kozuki ou l'épée et le manteau de Mihawk. Un soleil également présent sur le drapeau d'Alabasta ainsi que chez les Shandia. La question est de savoir pourquoi relie-t-il ces deux symboles à tous ces personnages. Sont-ils finalement une métaphore de l'ordre des Templiers qui défendent la croyance en un Christ qui dans One Piece s'incarnerait sous les traits de Nika et par extension Luffy, tandis que l'antéchrist prendrait l'apparence d'Im et du gouvernement. Vous le savez, c'est une théorie que je défends depuis mes toutes premières théories des nerfs et ce chapitre ne fait que me conforter dans cette idée. C'est pourquoi je vais pas davantage m'étaler sur ce sujet, mais vous inviter à voir ou revoir ces théories pour mieux comprendre l'importance de Luffy via le soleil et son rôle de messie. Le deuxième élément intéressant réside dans la manière dont Kuma se téléporte pour rejoindre Ginny. Il adopte précisément le même comportement que lors de sa libération par les révolutionnaires. Sans qu'on ne sache ni pourquoi ni où il comptait aller, Kuma, malgré sa déshumanisation, se téléporte pour rejoindre un lieu inconnu. Bien qu'initialement nous pensions qu'il se dirigeait vers Marie-Joise, sa vraie destination n'était pas celle-ci. En voyant ainsi sa réaction dans ce chapitre, tout semble indiquer que Goji avait bel et bien raison sur la véritable destination de Kuma. Il expliquait que Redline n'était en réalité qu'un obstacle sur son chemin et que le véritable lieu où comptait se rendre Kuma était bien Egghead, l'île où se trouvait Bonnie. Et aujourd'hui, je pense que sa théorie était la bonne. Bonnie est en proie à Saturne et tout le flashback que nous découvrons se déroule en réalité à travers Bonnie. Si le sauvetage de Ginny a été un échec à ses yeux, il est probable cette fois qu'il réussisse à sauver cet enfant qu'il considère comme le sien. Ce qui nous amène au troisième point, à savoir l'enlèvement de Ginny qui l'a conduite à un mariage avec un dragon céleste. Une nouvelle fois, Oda s'inspire d'une référence réelle de notre monde pour cette scène. C'est ce qu'on appelle le mariage par enlèvement. On le retrouve dans de nombreux mythes grecs tels que l'enlèvement de Perséphone par Hadès ou encore dans la Bible et le livre des juges avec l'enlèvement des filles de Silo pour ne citer que ces exemples. Bien que cet acte semble fictif, le mariage par rapt est une pratique encore bien présente dans certaines cultures traditionnelles de notre monde. C'est le cas par exemple du Kirghizistan, ex-république soviétique, où selon l'ONU, près de 12 000 femmes sont enlevées chaque année pour subir un mariage forcé, aboutissant parfois à une grossesse non désirée. Et c'est cette triste réalité qu'Oda a aujourd'hui transposée à travers l'histoire de Ginny. Mais malgré ce tragique événement et cette grossesse illégitime, Ginny a tout de même souhaité protéger Bonnie au péril de sa vie, la ramener sur Sorbet pour que son enfant puisse vivre en sécurité. Une preuve que malgré tout ce qu'elle a pu subir, cette dernière n'était nullement dotée d'une volonté vengeresse, contrairement à Orochi ou bon nombre d'autres antagonistes ayant vécu un passé tragique. Elle a accueilli et aimé cet enfant, n'hésitant pas à la protéger, quel qu'en soit le prix. Et c'est ce qui nous conduit au secret entourant la naissance de Bonnie. Bien qu'il soit révélé que Kuma n'est pas son vrai père, nous découvrons également qu'elle est âgée de 12 ans et que son apparence adulte résulte de son fruit du démon. Ce qui signifie que l'apparence prise pour la première fois à Sabaody pour sauver Zoro était sa véritable forme. De même, lors de son introduction sur l'île d'Egghead, son physique reflétait son âge réel. En tombant dans l'eau, cela a inévitablement annulé les pouvoirs de son fruit du démon. Ces deux éléments viennent donc renforcer mes premières hypothèses. Selon moi, Kuma n'était pas le père biologique de Bonnie, mais l'élevait comme son propre enfant suite au décès de sa mère. Tout comme j'expliquais que Bonnie était à mes yeux une enfant et que sa véritable apparence était celle que nous avions vue lors de sa première apparition sur Egghead. Si l'on regarde ces vêtements de l'époque, on peut parfaitement les assimiler à ceux d'un moine ou religieux. En partant de ce principe, Kuma n'est pas censé avoir d'enfant. C'est pourquoi j'imagine davantage qu'il ait recueilli Bonnie et que cette dernière, par l'amour qu'il lui portait, l'a considéré comme son père, à l'image de belle-mère et Nami. Alors on peut imaginer que la naissance de Bonnie a été la métaphore de la boîte de Pandore. D'où le nom de Jewelry, le bijou. Ginny serait morte en lui donnant naissance, tandis que Kuma aurait fui Sorbet pour tenter de protéger Bonnie. Moi j'ai toujours dit, je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment qu'elle n'est pas Non, ouais, non, mais ça, je sais bien. qu'il l'a prise sous son aile. Comme Ginny disait à Kuma, je suis ta grande sœur, je vois ça comme tu es mon père. Parce qu'il l'a prise C'est sous son aile. Ginny. Le premier argument que je t'ai donné, son père n'aurait jamais oublié sa naissance. Ce qui me fait dire 2 fois plus que Kuma ne semble vraiment pas le père. Et le quatrième argument, c'est que ça rejoint les paroles de Vegapunk quand il dit c'est une gamine. Il le dit pas une fois, il le dit pas 2 fois, il le dit vraiment plusieurs fois pour appuyer le fait que c'est une enfant. Ce n'est pas une adulte, ce n'est pas une adolescente, mais vraiment, enfin une adolescente peut-être si, mais ça reste une gosse quoi. Et qu'elle est pas adulte, c'est pas une amie, c'est plus une Shirahoshi, tu vois. C'est une gamine. Je pense vraiment qu'elle n'était pas née à l'époque où on a vu
vu le scan actuel. Je pense que le flashback sert bien à de montrer l'histoire de Kuma sans problème, mais qu'à travers ça, on comprend l'histoire de Jenny pour expliquer la naissance de Bonnie. Et que par extension, Bonnie, à cette époque, n'était donc pas encore née, et qu'elle est bel et bien la gosse qu'on voit à l'âge quand on l'a découvert. Voilà. C'est la seule chose dont je peux pratiquement être... c'est ma théorie, voilà. Je vais pas dire j'en suis sûre, j'ai dit c'est ma théorie, c'est plus simple, c'est ma théorie. Après je dis peut-être des conneries, hein, ça se vérifiera. Bien que ces éléments se soient confirmés, la vérité entourant la naissance de Bonnie est bien plus tragique que je n'aurais osé l'imaginer. Cet enfant ne serait pas né d'un amour sincère entre Kuma et Jenny, mais est issu d'une relation non consentie avec un dragon céleste. Si jusqu'ici Oda a pu illustrer les thématiques les plus sombres de notre monde, ségrégation, industrialisation, famine ou encore pauvreté, cette forme d'esclavagisme est l'un des sujets les plus difficiles à traiter, d'autant plus dans un shonen. Même si au fil de mes théories je me suis interrogée sur la volonté d'Oda d'aborder ce sujet dans son œuvre, le fait aujourd'hui que ce soit le cas est pour moi bien plus difficile de vous parler que d'accoutumé. Ces choses-là existent et se perpétuent encore aujourd'hui. Ceux qui sont les plus touchés sont généralement les populations victimes de guerre et de génocide, comme ce fut le cas du Rwanda, où sur 100 cas d'agression, un donnait lieu à une naissance, soit 2000 à 5000 enfants nés de ce crime. Une estimation pourtant loin de la réalité et qui ne compte qu'un seul pays. Malgré tout, Oda semble avoir voulu traiter de ce sujet avec pudeur et n'a pas explicitement dit la manière dont Bonnie est née. C'est pourquoi je vais pas davantage développer ce sujet et vous dire qu'il faut tout de même envisager d'autres possibilités, même si celle-ci semble la plus suggérée par l'auteur. Ainsi, le livre sur l'histoire de Jenny se referme. Même si nous ignorons tout de ses origines et de la vie qu'elle a menée durant l'absence de Kuma, son histoire fut l'une des plus bouleversantes et marquantes dans toute l'œuvre de One Piece. Et c'est aujourd'hui à travers sa fille que Jenny continuera de vivre dans le cœur de Kuma. Après le décès soudain de Jenny, Kumi prit sous son aile cet enfant qu'il éleva comme sa propre fille, tout en assurant son rôle de révolutionnaire, sauvant les peuples opprimés des tyrans. C'est ainsi que Bonnie a passé son enfance à Sorbet, dans la grande église qui a vu grandir ses parents. Elle y fera ses premiers pas, prononcera son premier mot « papa », découvrira la légende de Nika et sera entourée de tous les habitants du sud de Sorbet. Cet endroit, peuplé de nombreuses personnes âgées, pourrait également expliquer comment le personnage de Connie, la reine douairière de Sorbet, a vu le jour. Bonnie aurait peut-être adopté cette apparence pour mieux s'intégrer à la population grâce aux fruits du démon qu'elle acquérera dans le futur et ainsi reprendre le pays pour renverser le roi. Mais on y reviendra plus longuement à la fin de ce chapitre. Un autre moment significatif survient lorsque Kuma demande à Bonnie où elle aimerait aller si elle devait partir en voyage. Elle exprime le désir de se rendre sur les îles célestes et celles des hommes poissons dont elle aurait appris l'existence grâce à un livre. Sans le savoir, cet enfant a relié deux îles qui indiquent et abritent la légendaire amarre antique Poséidon. On distingue alors sur ce dernier le symbole qui orne les vêtements actuels de Kuma ainsi que les lettres IBL, ce qui indique que ce livre n'est autre que celui que Kuma tient depuis de nombreuses années, comme une façon pour lui de savoir que Bonnie est toujours à ses côtés. Cette Bible serait donc une sorte d'atlas permettant de répertorier toutes les îles du monde, comme le serait l'encyclopédie des fruits du démon. Ainsi Kuma aurait la capacité de vous emmener n'importe où tant que cette île existe et est répertoriée dans son livre. Ce qui explique à présent cette scène qui s'est tenue entre Kuma et Perona sur Thriller Bark, où l'on voit ce dernier ouvrir sa Bible et lui demander où elle souhaitait aller. Il ne s'agissait donc pas d'une simple relique religieuse, mais bien d'un outil lui servant de guide, offrant ainsi de nouvelles révélations sur son fruit du démon. Je reste donc toujours sur l'idée que c'est probablement ce livre que Vegapunk souhaitait remettre à Bonnie au chapitre 1067. Un trésor précieux qui unit un père et sa fille, dont le rêve était simplement de voyager ensemble à travers le monde et de découvrir enfin le vrai sens du mot liberté. Bien que Bonnie ait vécu une enfance emplie de joie et d'amour, le malheur frappa à nouveau. Des cristaux bleus firent leur apparition sur le visage de cet enfant, indiquant qu'elle avait hérité de la même maladie que sa mère. Malgré les efforts de Kuma pour trouver un médecin capable de la soigner, l'un d'entre eux diagnostiqua qu'elle était atteinte de saphirie. Cette maladie qui se caractérise par une peau bleuâtre et des cristaux se forment sur la peau de manière exponentielle dès lors où l'on est exposé à une forme quelconque de lumière naturelle comme le soleil et la lune. Même en évitant toute exposition, cette maladie semble incurable et il est probable que Bonnie ne vive pas au-delà de l'âge de 10 ans. La saphirite présente donc des similitudes avec le saturnisme et dont le parallèle s'accentue
pointu lorsque l'on compare Law à Bonnie. Tous deux ont perdu leurs parents et sont atteints d'une maladie génétique dite incurable dont l'espérance de vie ne dépasse pas 10 ans. Ils s'associent tous deux à leur religion chrétienne, l'église pour Bonnie, tandis que Law croisera le chemin d'une nonne et assistera au tableau de la scène avec la Don Quichotte Family. Ils adoptent tous deux des comportements similaires envers les autres et partagent le point commun de vouloir venger l'assassinat de l'homme qui les a élevés. L'un prendra pour Jolly Roger le cœur, symbole de son mentor, tandis que Jewelry sera le nom que lui donnera Kuma. Enfin, quand Corazon quitta la Don Quichotte pour parcourir les mers et tenter de soigner Law grâce aux fruits de l'Opéopénomie, Kuma lui quitta les révolutionnaires pour se consacrer à Bonnie et trouver un médecin capable de la guérir. Deux destins opposés, l'un porteur du Di, l'autre du sang de dragon céleste, et qui pourtant se relient inévitablement par leur passé. Et c'est cette connexion qui pourrait nous éclairer sur l'origine de la maladie de Bonnie. On sait que le saturnisme est une maladie mortelle provoquée par une surexposition au plomb répandue dans le royaume de Flévence. Or, on ignore ici l'origine du saphirite, ni la manière dont Ginny a pu y être affectée. Tout comme le saturnisme est présent dans notre réalité, une maladie similaire au saphirite existe. C'est ce que l'on nomme l'argile. Elle se caractérise par une coloration bleuâtre de la peau qui s'intensifie au contact de la lumière. Cette dermatose est liée à l'exposition de trop fortes doses d'argent. Il est donc possible que Ginny ait été exposée à ce métal de la même manière que les habitants de Flévence l'ont été au plomb. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un empoisonnement ou plus simplement d'un fruit du démon de l'argent qu'elle aurait mangé par le biais du dragon céleste dont elle était esclave, ou même que ce dernier en soit le détenteur. Si je vous dis ça, c'est pour une bonne raison, puisque le nom japonais de l'argent se dit tout simplement Jin, soit précisément le préfixe de Ginny. Et comme on le sait, nombreux sont les utilisateurs de fruits du démon qui portent en eux le préfixe de leurs fruits. Le Toki Toki no Mi pour Toki ou le Yamata no Orochi d'Orochi. Cependant, la particularité distincte de cette maladie réside également dans l'apparition d'écailles de saphir sur la peau. En japonais, le terme saphirite n'existe pas, mais se traduit davantage par écailles de saphir. Oda aurait alors fusionné deux maladies, celle de l'argyrie que je viens de vous expliquer et l'autre qui serait l'ichthyose, une maladie congénitale de la peau caractérisée par des squames disposés comme des écailles de poisson. La différence est qu'ici Oda aurait sublimé cette maladie par la présence d'une pierre précieuse, le saphir. Une nouvelle gemme qui s'ajoute à l'intrigue, puisqu'après la cité d'or et la mythique cité d'émeraude, voici qu'apparaît le saphir. Et forcément, ça m'a ramené à ma théorie des cartes, où j'associais chaque argentique à une pierre précieuse, le rubis, le diamant, l'émeraude, et enfin le saphir. Reste à découvrir où Oda compte nous amener avec ça, et le personnage de Bonnie. Malgré tout, une chose m'a perturbée dans ce chapitre. Bien que nous puissions théoriser sur sa maladie, le choix de l'avoir associé au saphir n'a pas vraiment d'explication. Cette pierre précieuse est généralement connue pour protéger son porteur des maladies, tandis que dans l'astrologie védique, le saphir s'associe à la planète Saturne. Et comme on a pu le voir, la maladie de Bonnie se relie justement et grandement au saturnisme de l'eau. Or aujourd'hui, nous connaissons un homme portant ce nom et ayant des liens forts avec cette famille, Jay Garcia Saturne. Il était présent à God Valley et a tenté d'éliminer Kuma sans qu'on ne sache comment cette confrontation s'est terminée. C'est également lui qui a provoqué ce flashback avant d'être sur le point de tuer Bonnie, révélant qu'il était responsable de la déshumanisation de Kuma. Ce qui m'inquiète donc, c'est qu'Oda ne nous a peut-être pas tout révélé dans ce flashback et que Saturne revêt une importance bien plus grande qu'il n'y paraît. L'enlèvement soudain de Ginny me perturbe et même si le scénario le plus logique voudrait que cela soit dû au roi Bekori, il n'empêche que je comprends pas pourquoi un dragon céleste a souhaité la capturer si cette dernière n'est qu'une simple humaine. Comme on l'a vu avec Carlos, la capture de Shirahoshi s'expliquait principalement par son appartenance à une race exceptionnelle, à savoir une sirène, et sans le savoir, une arme antique. Je m'interroge donc toujours sur la possibilité que Ginny appartienne à une race extrêmement rare, faisant peut-être partie des 13 lapins capturés à God Valley, ce qui expliquerait d'une meilleure façon la raison de sa capture par un Tenryubito. Mais si tel est le cas, une race aussi rare ne devrait justement pas être entre leurs mains, mais plutôt dans celle du gouvernement, comme on l'a vu avec King, fruit d'une expérimentation. Ce qui m'inquiète donc, c'est qu'Oda ne nous ait finalement pas tout dit dans ce flashback. Le père de Bonnie ne serait peut-être pas celui qu'on croit, et en réalité, il pourrait s'agir
s'agir d'une action orchestrée par le Gorosei et plus particulièrement par Saturne, visant à cibler Kuma en exploitant son talon d'Achille en la personne de Ginny. Car aujourd'hui c'est bien lui qui détient Bonnie et c'est pourquoi Kuma pourrait se rendre sur Egghead. Bien que son libre arbitre l'ait quitté, ses sentiments demeurent toujours au fond de lui. Comme on l'a vu avec les Séraphins et plus spécifiquement avec Snake, cette dernière a aidé Luffy sans qu'aucune programmation ne lui soit imposée, montrant ainsi que bien qu'elle soit une machine, les sentiments humains de Boa ont été transposés à sa Séraphin. Il est alors possible qu'il en soit de même pour Kuma et c'est peut-être la raison pour laquelle il tentera d'arrêter Saturne. Si cette hypothèse est la bonne, alors il se pourrait même que ce ne soit pas le vrai Kuma qui intervienne, mais plutôt son Séraphin, voire les Mark III, qui agirait avant lui. Quoi qu'il en soit, et malgré certaines de ces révélations, de nombreuses questions subsistent encore autour de la naissance de cet enfant. Sa maladie semble finalement être, tout comme celle de l'eau, le point clé du sacrifice de Kuma, comme l'a été Corazon. Nous arrivons à la dernière partie de ce chapitre avec un événement inattendu sur Sorbet. Alors que les malheurs s'accumulaient pour Kuma, un nouveau cauchemar se profile à l'horizon. Le roi Bekori fait son grand retour, déterminé à semer le chaos dans le sud du royaume, allant jusqu'à menacer de brûler vifs ses habitants. Bien que destitué par les révolutionnaires, il semblerait que ce dernier avait un plan bien établi. Son retour n'a pas dû se faire seul et nous pouvons envisager qu'il soit accompagné d'hommes assez puissants pour faire face à un retour des révolutionnaires. Si ce dernier brûle les maisons de chaque habitant du sud, il est très possible qu'au moment où Kuma s'apprête à brandir les armes pour le combattre, Bonnie se retrouve seule dans l'église et qu'il y mette le feu, l'exposant ainsi à une lumière si intense que sa maladie se propagerait instantanément. C'est peut-être à partir de cet événement que le titre de Kuma, le roi tyran, aurait pris naissance. Empli de rage pour sauver son enfant, il irait la secourir tandis que le roi profiterait de cette opportunité pour faire croire que Kuma a été l'instigateur de cet incendie, redorant ainsi son image auprès du peuple. Par crainte qu'un malheur ne s'abatte à nouveau sur Bonnie, Kuma aurait fui Sorbet. Trouvant peut-être refuge temporairement sur l'île de Kumat, ce pays découvert lors de la mini-aventure de Baggy et dont l'architecture rappelle étrangement son fruit du démon, portant même son préfixe dans son nom. Après un certain temps, Kuma aurait pris contact avec Dragon qui, fidèle à sa promesse, aurait cherché un médecin parmi ses contacts. Et le seul homme capable de l'aider serait Vegapunk. Comme on l'a vu au chapitre 1067, Chopper était surpris de voir que ce scientifique était également compétent en médecine, tandis que le chapitre 1075 révélait la présence d'organoïdes dans son laboratoire, suggérant que Vegapunk avait la capacité de créer une version miniature d'un organe réel. Celui qu'on nomme l'homme avec 500 ans d'avance sur son temps était probablement le seul à même de sauver Bonnie. Seul problème, Vegapunk était à la solde du gouvernement. Kuma, n'ayant pour seul but que de sauver cet enfant, aurait alors contacté la haute instance et conclu un pacte avec le diable. En échange des soins prodigués à cet enfant qui porte en elle le sang d'un dragon céleste, ce boucanier aurait accepté de devenir un cobaye du gouvernement. Une mort donnée pour une vie sauvée. C'est pourquoi Vegapunk ne pouvait pas ramener Kuma à la normale, ni même révéler cette vérité à Bonnie. La restauration de Kuma à son état d'origine aurait inévitablement annulé la guérison de Bonnie. Cependant, ce qui m'échappe encore, c'est comment la perte d'esprit de Kuma a permis de guérir Bonnie. Est-ce un don d'organes ou une technologie plus avancée qui aurait permis de connecter Kuma à la maladie de Bonnie. Comme on l'a vu, son fruit du démon a la capacité de déplacer la douleur et non de soigner les maladies. C'est pourquoi il a été incapable de sauver Bonnie. Il a donc dû trouver, par le biais de Vegapunk, un moyen d'extraire la maladie pour la prendre à sa place puisque les écailles sur son visage ont disparu. On a justement pu voir une technologie similaire sur Egghead avec les satellites de Vegapunk où ce dernier est parvenu à transférer ses besoins dans des corps mécaniques. C'est pourquoi je me suis demandé si notre scientifique n'aurait pas proposé à Kuma un processus similaire. Relié par le piercing de Bonnie, ici même où sa maladie a commencé à se développer, Kuma aurait agi comme une antenne relais, devenant ainsi une sorte de satellite de Bonnie incarnant sa maladie. Lui ayant promis qu'à l'âge de 10 ans elle serait guérie, Kuma aurait honoré sa promesse, puisque sa transformation en cyborg a débuté en 1522, soit l'année où Bonnie a atteint cet âge. Ainsi, elle fut bien guérie à l'âge de 10 ans, tandis que Kuma devenait un cyborg. Bien qu'elle devait rester sous surveillance, Bonnie s'est échappée d'Egghead et devint une pirate de la pire génération. Comment et pourquoi s'est-elle enfuie? Là est toute la question. Si l'on suit la chronologie des événements dont nous disposons, on peut imaginer un scénario approximatif de ce qui a pu se produire. Son évasion a probablement été due à l'annonce de Kuma ayant rejoint le corps des Shichibukai, lui qui pourtant haïssait le gouvernement. Au fil du temps, ces transformations robotiques l'ont peut-être empêché de voir Bonnie. Sachant que sa mère excellait dans l'écoute et le vol,
folle, il n'est pas improbable que sa fille ait également hérité de ses talents. Elle aurait alors dérobé dans le laboratoire de Vegapunk le fruit du démon de l'âge, à l'instar de Momonosuke. Sous l'apparence de Connie, elle aurait rejoint ou volé un navire qui l'aurait conduit à Sorbet. À son retour, elle aurait repris les rênes du pays sous l'identité de la reine Connie, puis forma son équipage avec les 2 amis de ses parents, prenant la mer en quête de réponses concernant son père. Elle atteindra Sabaody où peu de temps après se tiendra la guerre de Marineford où elle y verra Kuma devenu cyborg. Le gouvernement aurait alors émis un avis de recherche où il aurait été spécifié uniquement en vie, similaire à la prime de Sanji à l'époque. Et c'est pourquoi, peu avant l'ellipse, Akainu mentionnait avoir eu des sueurs froides en apprenant sa fuite du gouvernement. En s'enfuyant, elle aurait compromis le pacte qui avait été établi entre Kuma et le Gorosei. À présent que Bonnie connaît les véritables motivations qui ont poussé son père à faire ses choix, elle est prête à se sacrifier pour le libérer. Oui, cet homme qui a toujours sauvé les autres au détriment de lui-même. Si le destin de Kuma et Bonnie semble tragique, gardez tout de même à l'esprit que le plus grand médecin au monde est bien sur la terre d'Egghead. Non, je ne parle pas de Vegapunk, mais bien de Chopper. Ce petit renne dont le rêve est de trouver le panacée pourrait être la clé permettant de libérer à la fois Bonnie, mais surtout Kuma, afin qu'ils puissent enfin voyager comme ils l'ont toujours souhaité. Reste à présent à découvrir dans les prochains chapitres la rencontre et le secret qui unit Vegapunk à Kuma. Ce scientifique connaît toute son histoire et partage avec lui la même ambition, celle d'un monde en paix. Il est donc probable que ces pacifistes aient finalement conclu une alliance pour contrecarrer les plans du gouvernement. L'un était issu d'une race liée à l'ancien royaume, tandis que l'autre explorait les secrets de ce siècle oublié, devenant une cible aux yeux de la haute instance. Aujourd'hui, le pacte liant le gouvernement à Kuma semble bien rompu puisque Saturne tient entre ses griffes Bonnie. La fin du flashback de Kuma est proche et le retour à la réalité pourrait se faire au chapitre 1100. C'est ici que nous pourrions enfin découvrir le plan caché de Kuma et le sauvetage de cet enfant dont le destin tragique sera finalement illuminé par la main de la liberté.